Le 29 mai 2005, les Français rejettent la Constitution européenne dans ce qui reste le dernier référendum en métropole. Un an et demi après, le traité de Lisbonne est pourtant signé. Il reprend la majorité de la Constitution européenne rejetée et il ne sera jamais soumis au vote direct des Français. Pourquoi? On vous explique dans cette vidéo. 29 mai 2005, 22 h. Sur France 2, David Pujadas annonce les résultats du référendum pour doter l'Union européenne d'une constitution commune. Il est 21 h 59 minutes et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. C'est une surprise. Les trois plus grands partis politiques de l'Hexagone avaient pourtant officiellement appelé à voter oui. L'UMP du président Jacques Chirac, le Parti socialiste dirigé par François Hollande et l'UDF de François Bayrou avait mené cette campagne en faveur du oui. L'enjeu était de poursuivre la construction européenne. Au vu des difficultés des négociations, arriver à un autre texte aussi ambitieux paraît impossible. La Constitution permettait entre autres une coopération accrue de tous les États membres et une rénovation des institutions nécessaires avec l'agrandissement de l'Union. Vendu comme une possibilité de progrès économique et aussi social, le traité ne convainc pas les Français. Le soir même, le président de la République se montre préoccupé. La France s'est démocratiquement exprimé. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Mais ne nous y trompons pas. La décision de la France crée inévitablement un contexte difficile pour la défense de nos intérêts en Europe. Nous devons y répondre en nous rassemblant autour d'une exigence, celle de l'intérêt national. Si le PS avait appelé à voter oui à la suite d'un vote des militants, des cadres du parti comme Henri Emmanuelli ou Jean-Luc Mélenchon ont fait campagne pour le non. Moi je suis fier de la France, je suis fier des Françaises et des Français qui ont réaffirmé sans ambiguïté la primauté de la souveraineté populaire sur tous les appareils politico-médiatiques. Je suis fier d'eux. Chaque fois que la France se ressaisit, elle se retrouve. Et contrairement à ce que j'entends, ce n'est pas un vote de peur, c'est un vote d'espérance. Des personnalités d'extrême droite, comme Jean-Marie Le Pen ou Philippe de Villiers, se félicitent également du résultat. Il me semble que la participation exceptionnelle à ce scrutin donne au non une force, une légitimité exceptionnelle. Le rejet de la Constitution par les Français, puis par les Néerlandais quelques jours plus tard, ouvre une crise diplomatique profonde en Europe. Une bise, un geste compatissant. À Bruxelles aujourd'hui, la délégation française a le moral à zéro. La réunion des ministres de l'Agriculture a déjà commencé, le Français arrive en retard, profil bas. La France n'est pas en situation de faiblesse. Simplement, c'est moins facile que si nous avions gagné, mais nous sommes là pour défendre les intérêts de notre pays. Mais les 25 ne pourront éviter d'adopter une stratégie politique. Le prochain sommet, prévu le 16 juin, devrait leur en fournir l'occasion. La construction européenne est-elle définitivement arrêtée? Les pays de l'Union se mettent d'accord pour une pause de 6 mois dans les discussions. Mais il faudra attendre bien plus longtemps, 2007, pour qu'elle soit relancée. La chancelière allemande, Angela Merkel, commence son mandat à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Et elle est bien décidée à remettre sur la table le sujet d'un nouveau traité. 18 États membres avaient ratifié le traité de la Constitution européenne, et pour elle, il faut tenir compte de leur avis. Le 26 janvier, les pays pro-traité se réunissent à Madrid et la France n'est pas invitée. Ils déclarent vouloir travailler sur la base du traité constitutionnel pour parvenir à un accord sur un texte qui préserve sa substance et ses équilibres. La déclaration adoptée à l'issue de la réunion de Madrid invite les autres pays de l'Union à présenter à leur tour leurs propositions. Mais elle précise que les États qui ont ratifié le traité ne sont pas disposés à se contenter d'un texte à minima. Un accord se limitant à quelques changements institutionnels n'est pas suffisant pour répondre aux attentes des citoyens européens. Ceux-ci demandent que nous apportions des réponses efficaces à des défis aussi importants que l'immigration, la sécurité intérieure et extérieure, l'énergie ou encore le changement climatique. Pour sortir de l'impasse, les 27 pays se mettent d'accord sur le principe d'un nouveau traité et l'annoncent le 25 mars 2007 à Berlin.
En grande pompe, les 27 ont approuvé la déclaration de Berlin. À la gloire de l'Europe, elle rappelle que l'Union nous a apporté la paix et la prospérité. Elle fixe aussi à 2009 la date limite pour rénover les bases communes. En clair, sortir l'Europe de la crise dans laquelle elle est plongée depuis le non français à la Constitution. Les discussions s'engagent avec comme base la Constitution européenne, qui avait déjà été le fruit de nombreux mois de négociations. Silence prudent. À son arrivée, pas de déclaration. Mais Nicolas Sarkozy est bien décidé à sortir l'Europe de l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis le non français à la Constitution. Un compromis se dessine déjà sur le fameux traité simplifié qui se concentre sur une question: comment fonctionner à 27 ? Le 13 décembre 2007, le traité est signé par les pays membres. L'Europe qui signe sa nouvelle charte, le Portugal voulait que musique et décor soient à la hauteur. Ce sont des dirigeants pressés de sortir de la crise qui sont arrivés ici. À l'intérieur, comme sur un plateau de télévision, à l'appel du nom de leur pays, ils viennent mettre leur paraphe, 27 chefs d'État l'un après l'autre, et un couac, le Britannique Gordon Brown signera après tous les autres dans l'après-midi. À la sortie, humeur quasi euphorique de ce que l'on a coutume d'appeler le couple franco-allemand. C'est la lune de miel, monsieur le président? Angela, il demande... Demandez-lui. Honeymoon. Honeymoon, yeah. Oui. We cooperate. Nous coopérons, précise la chancelière. Alors, que contient ce traité exactement? D'abord, là où la Constitution européenne ignorait tous les traités existants par le passé, le traité de Lisbonne reprend et modifie les traités qui régissent le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Celui de Rome en 1957 et celui de Maastricht en 1992. C'est pour cela qu'on l'appelle un traité modificatif. Comme ce traité n'est pas une constitution, les gouvernements européens n'ont donc aucune obligation juridique de le soumettre à un référendum. Ils peuvent choisir de le faire seulement ratifier par leur Parlement. Comme son prédécesseur, il vise à simplifier le fonctionnement des institutions de l'Union, notamment la Commission européenne, et à étendre certaines de ses compétences sur le plan diplomatique. Principal objectif, faciliter le fonctionnement d'une Union qui s'élargit. D'abord avec un président permanent du Conseil, il serait désigné pour 2 ans et demi, renouvelable une fois. Actuellement, la présidence change tous les 6 mois. Autre innovation, elle concerne les affaires étrangères et la défense. Aujourd'hui, c'est lui, Javier Solana, le diplomate en chef de l'Union. Il deviendrait le haut représentant avec des compétences et une équipe élargie. Troisième changement important, la Commission européenne serait réduite. Il n'y aura plus un commissaire par pays, mais 2 pour 3 États membres. C'est surtout économiquement que le traité de Lisbonne se sépare de son prédécesseur. Un des points les plus critiqués de la Constitution était son libéralisme. Elle mentionnait l'obligation d'une concurrence libre et non faussée. Sous la pression de la France, la mention est retirée du traité de Lisbonne, même si, de l'avis des observateurs de l'époque, il s'agit surtout d'un geste symbolique. Le traité est très critiqué dès sa signature. Il est vu par beaucoup de juristes comme beaucoup trop complexe, car il a fallu reprendre la structure des traités de Rome et de Maastricht, pas forcément adapté pour une Europe à 27. Surtout, il reste très semblable avec le traité de la Constitution européenne, pourtant rejeté par les Français et les Néerlandais. Angela Merkel l'admet, la substance de la Constitution est maintenue, c'est un fait. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui a participé à l'écriture du traité de 2004, est sur la même ligne. Si l'on en vient maintenant au contenu, le résultat est que les propositions institutionnelles du traité constitutionnel se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent et insérées dans les traités antérieurs. Parmi les responsables politiques français, les réactions sont plutôt contrastées. Aujourd'hui, on a manifesté au Portugal et en France. Ceux qui avaient dit non à droite comme à gauche sont furieux. On veut faire passer aujourd'hui exactement le même texte sans consulter les Français. Moi, j'appelle ça un coup d'État. On a un peu de mal à adhérer à un texte de cette nature. Ce qui serait normal tout de même, c'est qu'on demande son avis au peuple. D'autant que le président de la République, Nicolas Sarkozy, l'assume, il n'y aura pas de référendum. Si la France devait organiser un référendum, à la minute où la France le fait, la Grande-Bretagne le fait. Et quelle est la chance que la Grande-Bretagne y ait un oui? Et à ce moment-là, à quoi ça aurait servi de faire le traité simplifié qui doit être ratifié à l'unanimité pour entrer en vigueur? Mais je le dis comme je le pense, je suis profondément européen, on a besoin de l'Europe, on a d'ailleurs besoin de la Grande-Bretagne en Europe, et c'est pas maintenant qu'on a remis l'Europe sur les rails qu'il faut aller s'amuser, aller recasser ce que par ailleurs on a eu tant de mal à raccommoder.
Pour adopter le traité, le président de la République préfère passer par la voie du Congrès, où députés et sénateurs se réunissent pour voter une modification de la Constitution qui ouvre la voie à sa ratification. Comme en 2005, le Parti socialiste se divise sur la consigne de vote. Il est en deçà de ce que nous pouvions espérer ou de ce que nous aurions négocié si nous avions été en responsabilité. Mais il a au moins un mérite, c'est de permettre à l'Europe de sortir de l'impasse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de l'approuver. Première voix dissonante, celle d'Henri Emmanuelli. Il menace d'ores et déjà de ne pas respecter la décision de son parti. Mais en fait, vous pensez que je vais voter non là pour voter oui après? Écoutez, c'est une question qui n'engage que vous, parce que là, elle met en cause mes facultés intellectuelles. Une position commune, loin de faire l'unanimité. L'Europe divise à nouveau les socialistes. L'UMP, comme la plus grande partie du PS, se prononce pour le oui. Dès lors, le vote est sans suspense. Le sceau du Congrès fait foi. Le Parlement a modifié un alinéa de la Constitution. Le traité de Lisbonne sera donc adopté par les députés et les sénateurs. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. L'alliance d'intérêts qui aurait pu bloquer le texte était trop hétéroclite. Résultat de ces positions byzantines, il y eut presque autant d'abstentions que de votes contre, loin de pouvoir peser sur le texte. Un sacré mal de tête pour les socialistes qui veulent rapidement tourner la page de ce congrès. Quant aux 200 manifestants venus réclamer un référendum, ils ont été retenus à 500 mètres du château de Versailles. L'Assemblée nationale ratifie le traité le 7 février 2008 et le Sénat le lendemain. Le traité de Lisbonne entre en application le 1er décembre 2009. Il reste encore aujourd'hui un texte fondamental pour le fonctionnement des institutions européennes. Mais pour certains citoyens, il est aussi le symbole d'un déni de démocratie. Selon un sondage IFOP de 2009, si un référendum avait été organisé, le traité aurait été rejeté par la majorité des Français. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne de Lina. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.